Réinventer la beauté, de l'art ancien à la liberté des modernes. L'histoire de la rupture entre l'art des modernes et l'art des anciens n'est pas tout à fait le sujet de cet exposé. Néanmoins, je ne souhaitais pas passer sous silence cet état de fait puisqu'il articule la compréhension que nous pouvons avoir de l'art. L'art moderne gêne parfois l'observateur, s'immisce en lui un certain malaise face à une œuvre qui déconstruit ses croyances ou ses repères. J'ai donc souhaité en parler brièvement. L'art moderne et l'art classique sont profondément différents. Depuis les modernes et à leur suite, les artistes contemporains ressentent une pression constante, les contraignant à l'innovation afin de créer des œuvres entièrement nouvelles. Chaque œuvre suffit sa peine, pourrions-nous dire, sous peine d'être jugée obsolète ou plus grave encore, d'être identifiée comme plagiaire. Ce n'était toutefois pas le cas autrefois. Les anciens, notamment les artisans, suivaient un modèle très différent. Ils cherchaient à reproduire la beauté déjà définie. Celle qui avait été immortalisée dans les œuvres considérées comme des modèles justes et parfaits. Ces modèles reflétaient l'harmonie du monde fini et cohérent. Ces modèles s'inscrivaient aussi dans une démarche pour contrer les forces du chaos. L'idée de copier ou de recréer les chefs-d'œuvre du passé n'était pas perçue comme un manque d'originalité. Au contraire, c'était un honneur et un devoir, une manière d'inscrire son travail dans une continuité culturelle, méthodique et esthétique. Prenons l'exemple des artisans grecs. Même si on pouvait faire remonter cette tradition aux civilisations du croissant fertile. Pendant l'Antiquité, des artistes renommés, tels que ceux qui créaient des poteries, des mosaïques ou des sculptures, passaient leur vie à reproduire des formes établies. L'un des exemples les plus célèbres est celui du discobole. Cette statue de l'athlète lançant un disque est connue pour son geste parfait, capturant la force et l'équilibre dans un équilibre subtil. Or, il n'y a pas qu'une seule version du disco-ball. En fait, il existe de nombreuses copies, chacune créée par différents artisans qui cherchaient à imiter les mêmes critères de beauté et de perfection. L'idée n'était pas d'ajouter une touche personnelle, mais de s'aligner sur les standards reconnus du beau à cette époque. Ce beau s'harmonisait avec l'idéal de cosmos antique, où chaque élément trouvait sa place dans un équilibre naturel et ordonné. Dans le cadre de l'art médiéval, l'on pouvait penser que les artisans de cette époque longue et variée avaient plus de liberté créative, en particulier en Occident. Pourtant, leur travail était principalement dicté par un objectif spirituel et religieux. Représenter le bien suprême. Ainsi, les sculpteurs et les peintres du Moyen Âge consacraient leurs efforts à des œuvres sacrées, notamment pour construire et décorer les cathédrales. Leur art, qu'il s'agisse de vitraux, de statues de saints ou de fresques bibliques, devait incarner la grandeur de Dieu et l'ordre divin. À titre d'exemple, dans la cathédrale de Chartres, les artisans ont créé d'immenses rosaces en vitraux. Chaque détail était minutieusement pensé pour représenter l'harmonie du divin selon la foi chrétienne. L'idée de dévier de cette harmonie pour un style plus personnel aurait été impensable, car l'œuvre n'était pas une simple expression de soi, mais un acte de foi, un service rendu à une cause supérieure. C'est seulement beaucoup plus tard, au XVIIIe siècle, que des penseurs comme le philosophe Emmanuel Kant ont commencé à remettre en question cette approche. Dans son ouvrage de 1790, La critique de la faculté de juger, Kant avance une idée révolutionnaire pour l'époque. Ce qui est beau ne doit pas forcément correspondre à un ordre
préétabli du monde. De gustibus et coloribus non et dispurandum. Des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Ainsi, la beauté devient quelque chose que chacun peut ressentir différemment et surtout subjectivement. S'opère alors un bouleversement de valeurs et de points de vue qui se prolongera jusqu'à la modernité. Il n'est plus question seulement d'imiter un idéal universel. Le beau migre dans l'œil de celui qui regarde. Le critique est l'individu. Cela modifiera profondément et durablement le rapport à la création de tous les créateurs. À partir du moment où cette rupture est consacrée, ces derniers revendiquent par ailleurs leur création. Puisqu'ils ne s'inscrivent plus dans un ordre supérieur qui leur commande et leur dicte leurs gestes, cet affranchissement les conduit, par exemple, à signer leurs œuvres. Cette nouvelle manière de penser ouvre alors la voie à une plus grande liberté artistique, mais elle marque aussi une rupture avec l'artisanat des anciens. Prenons le cas des peintres romantiques du XIXe siècle. Ils cherchaient à exprimer leurs émotions personnelles, leur vision intérieure, souvent en opposition avec l'ordre et la symétrie que l'on retrouvait dans l'art classique. L'art n'était plus seulement une question de maîtrise technique ou de respect des canons traditionnels, mais un moyen d'exprimer sa subjectivité, ses tourments, ses élans lyriques. Certains artistes en viennent même à rejeter toute notion de beauté traditionnelle, préférant explorer la douleur, l'étrange ou le chaos. D'ailleurs, même la technique semble parfois échapper à l'artiste, se permettant l'éphémère, le périssable. L'Arte Povera nous en donne des exemples saisissants, où des matériaux bruts et précaires deviennent le véhicule d'une esthétique nouvelle, libre de toute convention. Ainsi, à travers les siècles, l'évolution de l'art montre une transition entre la reproduction des standards de beauté intemporels et la recherche d'une expression personnelle. Dans les grandes lignes, les anciens célébraient la tradition tandis que les artistes modernes valorisent l'innovation et l'individualité. Cependant, en regardant de plus près, à chaque époque, chaque mouvement artistique révèle une quête sous-jacente similaire. Capturer une certaine forme de beauté, qu'elle soit universelle ou subjective. Peut-être que, malgré cette apparente opposition entre classicisme et modernité, il existe un fil conducteur intemporel, celui de la fascination humaine pour l'art, en tant que miroir du monde, qu'il soit ordonné ou chaotique, rationnel ou émotionnel.